Ça marche toujours pas. Celui-là? Ça passe sur Facebook. Bah écoute, si ça passe sur Facebook, c'est bien là l'essentiel. Alors, je déclare la séance ouverte et donc je vous précise que cette séance est donc retransmise en direct sur notre page Facebook. Et je procède donc à l'appel. Donc Guy Tniorelli, je suis là. Nathalie Priour. Présent. Stéphane Lambert. Ça passe partout du coup. Merci Denis. Monique Dionnet. Merci, ça me fait peur. Gérard Alain. Présent. Christine Giraudino. Présent. Roger Masson. Présent. Constant Chauvet. Présent. Isabelle Nicolas. Présent. Catherine Delgouache. Olivier Guillet. Présent. Nathalie Bossard. Yannick Lebihan est absent et a donné pouvoir à Delphine Chauvet. Laurence Renaudino. Anthony Jaunâtre. Présent. Samuel Berthelot est absent, mais n'a pas donné pouvoir. Thierry Ricci est absent et a donné pouvoir à Aurélie Guitny. David Binet est arrivé. Mariette Loira. Christophe Belin est absent et a donné pouvoir à David Binet. David Rimbert. Présent. Delphine Chauvet. Présent. Emmanuel Poisblanc. Christine Chevalier. Présent. Guy-Luc Fradin. Présent. Fabienne Merceron est absente et a donné pouvoir à Bruno Clavier. Frédéric Hérault est absent. Sandra Augiras est absente et a donné pouvoir à Guy-Luc Fradin et Bruno Clavier du coup. Merci. Alors, donc le quorum est atteint et donc il faut désigner un secrétaire de séance. Et donc c'est Gérard Alain qui sera secrétaire de séance. Est-ce que vous avez des observations à formuler sur le procès-verbal de la précédente réunion du conseil municipal en date du 20 février 2024 et qui vous a été transmis le 20 mars? Pas d'observation. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Et donc, je vais passer la parole à la première adjointe, Nathalie Priour, sur les questions budgétaires et en premier lieu sur la suppression du budget locatif communaux pour l'intégration dans le budget principal commune. Donc, comme nous vous l'avions annoncé lors du ROB, le budget annexe locatif communaux qui a été créé le 1er janvier 1997 avait pour objectif de suivre la gestion du parc locatif appartenant à la commune. Aujourd'hui, ce budget distinct n'a plus de raison d'être. Il convient de supprimer ce budget annexe spécifique locatif communaux à compter du 31 décembre 2023. Cette dissolution a pour effet, à partir du 1er janvier 2024, d'intégrer au budget principal commune l'actif, le passif et les résultats au terme des opérations de liquidation. La clôture de ce budget annexe est donc sollicitée auprès des services de la Direction générale des finances publiques. Donc, pour votre information, il y avait un excédent reporté locatif en fonctionnement de 9 815,64 € et en investissement de 17 482,39 €. Est-ce qu'il y a des questions? Des observations? Je vous propose donc de voter. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc, la suppression du budget locatif communaux pour l'intégration dans le budget principal est actée. Alors, l'approbation du compte financier unique 2023 au niveau du budget principal de la commune. Donc, lors du conseil municipal du 20 février, l'Assemblée a procédé au vote du compte financier unique. Après les contrôles de concordance de l'exécution budgétaire, le service de gestion comptable de Pornic a mis en évidence quelques ajustements à effectuer sur les écritures comptables. Il s'agit d'une différence due à la révision négative d'un marché faisant varier l'affectation du résultat de 537,55 € et d'une différence sur les produits de
services faisant varier la baisse d'excédent de fonctionnement de 30 918,18 €. Donc l'excédent reporté se voit diminuer de 31 455,73 €. Donc je vous ai préparé un petit descriptif. Donc les recettes de fonctionnement étaient de 6 830 784,73 €, plus l'excédent reporté de fonctionnement d'1 093 890,52 €, moins les dépenses de fonctionnement 6 087 733,18 €, ce qui nous fait un nouveau résultat de fonctionnement d'1 836 942,07 €. Pour les recettes d'investissement, donc nous avions 3 227 538,21 €, moins les dépenses d'investissement de 3 734 371,43 €, plus l'excédent reporté de 290 079,52 €, moins les restes à réaliser, 820 090 €, ce qui nous fait un résultat d'investissement de moins 1 036 843,70 €. Donc il convient d'affecter les résultats en intégrant le budget locatif. Donc la partie verte, c'est le budget locatif. Donc le résultat de fonctionnement d'1 836 942,07 € plus l'excédent reporté locatif de 9 815,64 €, c'est égal au résultat cumulé 1 846 757,71 €, qui va nous permettre de financer le déficit 2023 d'1 019 361,31 €, qui est calculé à partir des résultats d'investissement de moins 1 036 843,70 € plus l'excédent des résultats du locatif de 17 482,39 €. Donc il nous restera un excédent de fonctionnement reporté de 827 396,40 €. Ah. Donc il convient donc de voter, d'adopter le compte financier unique avec les modifications apportées et de voter aussi l'affectation de résultats. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Est-ce qu'il y a des oppositions? Non, on va voter. Des abstentions, excusez-moi, je vais oublier les abstentions. Donc le budget CFU 2023 est voté. Donc nous allons maintenant passer au budget primitif 2024. Donc pour rappel, l'objectif fixé lors du ROB, maintenir le niveau des services publics attendus par les Pazenais, permettre la mise en œuvre du plan pluriannuel d'investissement réaliste et prenant en compte les priorités de l'équipe municipale, rénovation énergétique de nos bâtiments, maintenir un niveau d'épargne brute supérieur à 10%, maintenir une capacité de désendettement acceptable inférieure à 10 ans, ne pas augmenter la fiscalité, maintenir à un niveau acceptable le soutien aux associations, augmentation des tarifs municipaux de 4%. Excusez-moi. Nouveaux éléments pris en compte pour le budget, augmentation des charges de personnel, donc on en avait déjà parlé, donc lié au nouveau régime indemnitaire, la mise en place des astreintes, l'augmentation du point d'indice, le coût de la mise en place de la nouvelle organisation de la restauration, avec du travail le mercredi et lors des vacances scolaires, le contexte inflationniste important, plus 4,9% au niveau national, avec des prix qui demeurent élevés pour l'énergie,
le coût des prestations, le coût de l'alimentation, de la restauration scolaire principalement pour nous, l'augmentation des coûts de fourniture et de matériaux, et des restes à réaliser importants et les investissements 2024 qui nécessiteront un emprunt d'environ 1 900 000 euros. Donc ça, c'est pour faire une petite synthèse globale avant de passer aux dépenses de fonctionnement, donc qui s'équilibre à 8 208 876,40 euros. Donc dans le petit graphique que vous pouvez voir, donc on s'aperçoit évidemment que les dépenses sont liées pour 44,76% à des charges de personnel et pour 21,49% à des charges à caractère général. Donc charges à caractère général, il y a 1 764 295 euros, donc qui sont liés à... Il y a une augmentation à peu près de 1,5% par rapport à 2023, donc principalement liée à l'inflation. Ce sont les énergies, donc électricité, carburant, eau. L'alimentation, pour nous, c'est un nouveau poste parce que c'est la mise en place de la régie avec l'achat en direct de toute l'alimentation. Par contre, d'un autre côté, on a des diminutions des contrats de prestation-service, qu'on ne fait plus appel à Restoria. Donc les fournitures administratives et scolaires sont en baisse. On a moins d'élèves au niveau du scolaire. On retrouve aussi dans ce chapitre l'entretien, la maintenance de nos bâtiments, des véhicules, les fêtes et les cérémonies qui sont un petit peu en hausse, excusez-moi. Et autre budget en légère augmentation, donc dans cette ligne-là, c'est les catalogues à imprimer, parce qu'on envisage la parution de 4 bulletins au lieu de 3. Au niveau des charges de personnel, on passe à 3 674 800. Donc là, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc le régime indemnitaire, l'augmentation des 5 points d'indice, la mise en place des astreintes, le coût des recenseurs en janvier-février, tout ça, on en avait parlé lors du ROB. Viennent s'ajouter donc des augmentations de cotisations retraite et vieillesse. L'intervention des astreintes, nous sommes partis sur la base de 3 heures par mois pour notre calcul. Le coût de la mise en place de la régie de la restauration scolaire. Donc désormais, on a un cuisinier, un second, donc il y a un agent qui a monté en compétence, les agents de la restauration qui travaillent les mercredis et les vacances scolaires. En 2003, le budget ne comptait que 4 mois, c'était de septembre à décembre. Là, on a pris sur de l'année entière. Donc c'est pour ça que notre budget aussi augmente. Pour information, lorsqu'un agent est absent pour maladie ordinaire, la commune ne perçoit pas de remboursement. La commune a fait ce choix pour avoir des cotisations moins élevées. Donc, il faut payer le salarié qui est en arrêt et son remplaçant s'il est remplacé. Donc, automatiquement, on compte des heures supplémentaires ou l'embauche de quelqu'un en CDD. Alors, nous avons constaté, c'est vrai, depuis cette année, une augmentation des heures supplémentaires et complémentaires liées à des arrêts de travail, mais aussi à la mise en place de la cantine. Nous allons travailler avec chaque service pour redéfinir les modalités des heures complémentaires, supplémentaires, voir s'il n'y aurait pas des heures à titulariser ou s'il y a des besoins plus importants dans certains services. Donc on va faire tout ce travail-là cette année. Donc ce poste, c'est une dépense obligatoire, donc c'est pourquoi nous sommes sûrement au-dessus des besoins, mais on ne peut pas connaître à l'avance le nombre d'arrêts. Donc on préfère provisionner en conséquence ce poste. Donc ensuite, en autre charge, 699 165 euros. Donc ce sont les contributions obligatoires. Donc dans cette ligne-là, on a la subvention à l'OGEC, 259 000, les subventions aux associations, 135 000, le versement au CCAS, 131 200, les indemnités des élus, 125 000, et puis le reste, ce sont des droits pour les logiciels, les cotisations de l'animation départementale, des remboursements pour les nids de frelons, pour le vétérinaire. En 67, donc on a les titres annulés, les charges exceptionnelles, 4 000 euros. Ah, excusez-moi, j'ai loupé une ligne. Les charges financières, donc c'est les intérêts d'emprunt, 97 000. Dotation aux amortissements, 3 000. L'avirement à la section d'investissement, 1 166 616,40. Elle est sensiblement identique à celle
on a versé en 2023. Les amortissements, 800 000, donc on arrive à un total de 8 208 876,40 €. Donc ça, c'est pour la partie dépenses. Pour la partie recettes, donc là, nos recettes sont principalement dues à la fiscalité locale et aux dotations et participations. Donc, le premier, c'est les remboursements de salaire. Donc, c'est en cas de longue et grave maladie. Donc, on prévoit 5 000. Donc, dans les recettes, on est toujours assez prudent. On ne peut pas anticiper à l'avance exactement les rentrées d'argent. Les produits de service, donc, ce sont la restauration, 390 000, le TMP, l'école de musique, 72 000, les salaires du CCAS qui nous sont remboursés donc, par le CCAS, 109 200, la mise à disposition du personnel par l'AGLO, 47 340, et le reste, donc, c'est la redevance d'occupation de domaine public pour les télécoms, l'EDF, les concessions cimetières et des remboursements de frais par l'AGLO. Donc, pour un montant de 660 450 €. Impôts, taxes et taxes, c'est principalement l'attribution de compensation de l'AGLO, 352 500. Fiscalité locale. Donc là, on retrouve les impôts directs, 2 650 000 €. Et la taxe additionnelle, 240 000 €. Bon, là, on est prudent, hein, vu la conjoncture actuelle dans l'immobilier. On n'a pas augmenté cette part-là. Donc, ça fait un total de 2 894 000 €. Dotation et participation, 2 503 500. Donc, il s'agit des dotations forfaitaires de communes, 805 000 €. Dotation de solidarité rurale, 1 090 000 €. Dotation nationale de péréquation, 309 000 €. Compensation de la taxe foncière, 110 000 €. On retrouve aussi la participation de l'État pour le remboursement des repas de la cantine à 1 €. La participation du département pour l'école de musique et les salles de sport pour les collèges. Et la dotation des titres de sécurité. Autres produits de gestion courante, 130 630 €. Donc ça, c'est le revenu des immeubles, donc qui est en augmentation vu qu'on a intégré le budget dit locatif. Et il y a quelques euros pour le reste, pour des remboursements de frais ou de sinistres, excusez-moi. Ensuite, en produits spécifiques, 233 000 €. Donc ça, c'est un jeu d'écriture qui concerne un mandat annulé. Ce montant sera inscrit 2 fois en investissement. C'est le remboursement de l'AGLO pour les travaux rue de Bel-Air. Ensuite, nous avons nos travaux en régie, 602 040 €, ce qui fait un total de 7 381 480 €, avec un résultat reporté de 827 396,40 € et donc un résultat cumulé de 8 208 000 €, 8 208 876,40 €. Les chiffres sont trop grands. Donc voilà pour le fonctionnement. En ce qui concerne l'investissement, donc il s'équilibre à 7 208 831,31 €. Donc en immobilisation incorporelle, donc là c'est les études et les logiciels. Donc on arrive à un total avec les restes à réaliser de 186 880 €. Donc les études, petite vie de main, PEM, il n'y en a pas à peu près pour 115 000 € et les logiciels 72 000. La subvention d'équipement versée, c'est les effacements de réseau. En tout, 437 990 €. Immobilisation corporelle, 4 297 690 €. Donc, sur cette ligne, il y a les travaux de la bibliothèque pour 2 200 000 €, des travaux de rénovation énergétique pour 320 000 €,
Travaux à l'école de Maurice Pigeon, la gestion des services techniques des bâtiments, le changement de chaudière à la maison des associations, la rénovation de la salle du 47 rue Hôtel de Ville, l'éclairage du stade de foot avec des LED. Ensuite, il y a des travaux dans les autres bâtiments pour 410 000 €, le clocheton de la mairie suite à des fuites, l'aménagement de Macotte et des bâtiments situés derrière pour un CRS, une dalle, du bitume sous le préau de la maison citoyenne, quelques travaux à faire au théâtre, dans les salles de sport, voilà, les cours de tennis à finaliser. Il y a aussi sur cette ligne 470 000 € pour les véhicules, les outillages et le mobilier. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas eu d'achat de véhicules depuis plus de 2 ans. Donc, on était un petit peu en retard. Donc, il y a environ 110 000 € prévus pour les véhicules, 108 000 € pour une mini-pelle, un moteur élévateur, puis du petit matériel. Le reste, c'est de la téléphonie, de l'informatique et du mobilier. Il y aura environ 900 000 € pour la voirie et les espaces verts. Donc, c'est le marché à bon de commande, donc, comme chaque année, 160 000 €, 8 000 pour le curage des fossés, l'accessibilité 50 000, liaison douce 100 000, 400 000 € de liaison douce entre le rond-point de la bibliothèque et le rond-point Beau Soleil. Voilà les plus gros travaux qui sont prévus sur cette ligne-là. Ensuite, on a les immobilisations en cours. Donc ça, 50 000, c'est pour des avances. Dotation fonds divers, 405 000, c'est le reversement de la taxe d'aménagement à l'agglo. C'est-à-dire que cette taxe, on l'a perçue, nous, en 2023, ce qui nous a permis de ne pas faire d'emprunt. Et là, il faut qu'on le reverse à l'agglo. Emprunt et dette, donc ça, c'est le remboursement du capital, c'est 196 000 €. L'opération pour compte de tiers, donc là, on retrouve les 233 000 € de tout à l'heure. Et nos travaux en régie, 602 400 €. Donc, il y avait un solde négatif reporté de 199 271,31 €, ce qui nous fait bien un total de 7 208 231,31 €. Donc ça, c'est pour les dépenses d'investissement. Et donc, et pour les recettes, donc en recettes, nous avons les subventions d'investissement, 1 327 710, donc qui correspondent aux subventions pour l'école de musique, plus des subventions pour les liaisons douces. Emprunt et dette, donc là, c'est ce qu'on vous annonçait tout à l'heure, 1 912 194,60 €. Donc, c'est l'emprunt nécessaire, mais on espère qu'il sera moins important. Dotation et fonds divers, 420 000 €, c'est la FCTVA et les taxes d'aménagement. L'excédent de fonctionnement capitalisé, 1 019 361,31 €. Les produits de cession, c'est les ventes de terrain, 279 349. L'opération pour le compte d'un tiers, donc là, on retrouve la facturation pour l'agglo de 233 000 €, l'avirement de la section d'investissement, 1 166 616,40 €, les amortissements, 800 000 €, l'opération patrimoniale, donc ça c'est toujours les avances, 50 000 €, c'est une opération d'ordre qu'on retrouve sur les deux budgets, et on arrive à un total de 7 208 231,31 €. Voilà pour le budget. Eh bien, merci Nathalie. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des observations ? Aucune question, observation ? Si, quand même. Allez. Même si on a travaillé ça en commission finance, mais vas-y. Non, c'est un peu d'actualité là. Qu'est-ce qui se passe si l'État décide de baisser alors comment vous appelez ça, ses dotations et participations, vu la situation financière, c'est de l'actualité. Hein. Vous avez vu les 5,5% de déficit, ça représente 124 milliards, je crois. Donc est-ce que l'État peut décider cette année, la DGF, je ne sais plus comment vous l'appelez, la dotation globale de fonctionnement, si nous la baisse, qu'est-ce qui se passe sur notre budget? Est-ce que ça peut arriver cette année? Est-ce que ça peut arriver l'année prochaine? Et comment, qu'est-ce qu'on fait derrière?
Ouais, j'ai pas de boule Bon, de cristal. c'est là, gonflé, tout de c'est suite, gonflé hein, comme c'est- question, tu vas me dire. Petite question, grosse question. Voilà, aucune. En gros, ça veut dire quoi? C'est notre emprunt. Enfin, si on reste sur le même, les mêmes dépenses, c'est notre emprunt qui en prend un coup. C'est des Alors, choses comme sachant ça. que l'emprunt, il sera fait qu'en fin d'année, donc il Oui, sera sans doute un peu ajusté, voilà, en fonction de ce que disait un petit peu Nathalie, des choses qu'on a du mal à prévoir, et dont les dotations font partie. Parce qu'il y a la DGF, effectivement, mais il y a aussi toutes les subventions qu'on attend du département. Hein. On a aussi, ici, on attend, donc on ne sait pas trop sur quoi on va, entre ce qu'on a prévu et ce qu'on va réellement toucher. C'est pour ça qu'on est toujours assez pessimiste sur les sommes qu'on doit recevoir. Donc on ne vise pas le plafond, on vise l'intermédiaire pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Mais forcément qu'on compte quand même avec un minimum de dotation de l'État. Ça représente quand même, je ne sais plus, c'est 2 millions et quelques, 2,5 millions, je crois. La DGF. Tu as dit, hein. La DGF, enfin, DGF ou Mais DGF les plus dotations, d'autres, dotations et participations, c'est 2,5 millions, c'est ça. C'est quand même pareil. Bah oui. Ok, puis alors, deuxième petite question pour la route. Le 1,9 million d'emprunts, est-ce que vous avez regardé la simulation que ça donne pour, en nombre d'années, combien il faut d'années pour effacer la dette? On avait Ah oui, calculé pour les tableaux. En quoi ça grève notre délai d'effacement de la dette? On reste bien inférieur aux 10 ans, c'est ce qu'on s'était fixé de toute façon. On l'avait défini dans le ROB. Ouais, J'ai pas le document je ici. regarderai. J'ai pas le document ici, mais on en avait parlé dans le ROB. Ok, je regarderai. C'est ça. Bon, c'est pas grave. Non, mais il y a peut-être effectivement à envoyer avec le PV. On peut se dire ça qu'on enverra ce tableau-là avec le PV du coup. D'autres questions, observations? C'est tendu, hein, on en est tous conscients. On aimerait avoir plus de marge de manœuvre, mais c'est vrai que ne sachant pas, effectivement, à quelle sauce on va être mangé, et sur quelle dotation et subvention on va vraiment pouvoir compter. On espère limiter encore une fois l'emprunt sur la fin de l'année, quoi. Mais ok, eh bien écoutez, est-ce qu'il y a des oppositions à ce budget primitif? Donc il n'y a pas d'opposition. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. Donc on approuve par chapitre, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement, le budget primitif 2024 tel que présenté. Alors on va continuer avec un budget avec des chiffres un peu moins conséquents. Le budget annexe atelier et commerce relais. Donc en fonctionnement, on est à l'équilibre à 122 490,86 €. Donc ce budget comporte en dépenses charges à caractère général, l'entretien, les réparations, 20 000 €, virement de la section d'investissement, virement à la section d'investissement, 22 890,86 €. Les opérations d'ordre, donc pour les amortissements, 65 000 €. Les charges financières, donc c'est les intérêts, 13 000 € et 1 000 €, donc 14 000 € en tout. Dotation, provision de dépréciation, 600 €. Donc on arrive bien à un budget de 122 490,86 €. Pour le fonctionnement, donc on a le résultat de fonctionnement reporté, 40 490,86 €. Le revenu d'immeuble, 45 000, et revenu d'immeuble, 37 000, donc 82 000 en tout de revenus d'immeuble, ce qui fait bien un total de 122 490,86 €. Pour les dépenses d'investissement, donc emprunts et dettes assimilées, donc les emprunts, 55 000 €, dépôts et cautions reçus, 4 000 €, les immeubles, immobilisation corporelle, donc des travaux d'investissement, 149 904,65 €, ce qui fait un total pour l'investissement à 208
208 904,65 euros. Excusez-moi, je commence à folie avec tous ces chiffres. Donc en recette d'investissement, donc le solde d'exécution de la section d'investissement qui était à 117 013,79 euros. Le virement de la section de fonctionnement, 22 890,86 euros. Les emprunts et dettes, donc les dépôts et cautions de reçu, 4 000. Et les opérations d'ordre, donc immeuble de report, 65 000. Donc on arrive bien à 208 904,65 euros. Donc juste une petite précision. Donc on aura peut-être intérêt donc à ce que ce budget soit intégré au budget principal en 2025, en accord avec la trésorerie bien évidemment. Donc c'est une possibilité qui s'offre à nous de l'intégrer en 2025. Et intégrer un budget excédentaire, voilà, c'est plutôt une bonne idée. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions sur ce budget? Non, pour équilibrer le budget, on annonce qu'on aura peut-être des investissements, voilà, travaux d'investissement. Après, au cours de l'année... S'il devait y en avoir, on est prêt. Voilà. Mais effectivement, il n'y en a pas eu. On est prêt. Donc, je vais peut-être vous lire quand même tout ce qui est en dessous, qu'il est proposé donc d'approuver par chapitre, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement, le budget primitif 2024 tel que présenté en annexe à la présente délibération, et de m'autoriser donc à engager les dépenses correspondantes, notamment en matière d'investissement. Et donc, vu le Code général des collectivités territoriales, avec ses articles 16.12.1, 16.12.20 et L23.11.1, à L23.43.2, relatif à l'adoption et l'exécution des budgets communaux ainsi qu'aux finances communales, vu l'instruction budgétaire et comptable M57, vu le rapport d'orientation budgétaire 2024 et vu l'avis de la Commission des finances en date du 12 mars 2024. Donc je vous propose de voter. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions. Donc c'est approuvé concernant ce budget. Il nous reste le budget primitif, il y en a plusieurs encore. Le budget annexe, service public local d'électricité. Donc au niveau de l'exploitation, nous avons un budget à l'équilibre à 37 366,66 euros. Donc au niveau des dépenses d'exploitation, la redevance droit de passage et servitudes divers, 1 300 euros. La maintenance, 1 200 euros. Virement à la section d'investissement, 20 014,66 euros. Dotation aux amortissements, 10 852 euros. Intérêts réglés à l'échéance, 1 500 euros. Donc les intérêts courus non échus, 500 euros. Et des impôts sur les bénéfices, 2 000 euros. Donc pour les recettes d'exploitation, le résultat d'exploitation reporté, donc l'excédent, 19 366,66 euros. Et vente de produits finis, 18 000 euros. On arrive bien à un total de 37 366,66 euros pour l'exploitation. En ce qui concerne l'investissement, donc pour un budget de 36 169,97 euros. Donc nous avons le déficit d'investissement reporté de 5 303,31 euros. L'emprunt en euros de 17 000. L'immobilisation corporelle, 13 866,66 euros. Pour les recettes, virement de la section d'exploitation, 20 014,66 euros. Les amortissements, 10 852 euros. Et l'affectation du résultat, 5 303,31 euros, ce qui nous fait bien un total de 36 169,97 euros. Des questions, des observations sur ce budget d'électricité? Donc là, on peut imaginer que les investissements serviront au nettoyage.
Pas de questions, pas d'observations. Est-ce qu'il y a, si on passe au vote, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et donc, on passe au vote des taux. Donc, en approuvant le budget primitif de l'année en cours, le conseil municipal doit également définir le produit attendu des contributions directes et sa répartition par le vote des taux entre les 3 impôts locaux. La commune doit voter les 2 taxes directes locales résiduelles, soit la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Et également fixer le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l'habitation principale. Par délibération en date du 28 mars 2023, le conseil municipal avait fixé les taux à taxe foncière sur propriété bâtie 36,94%, taxe foncière sur les propriétés non bâties 52,28%, taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l'habitation principale 19,73%. Il est proposé de ne pas modifier les taux d'imposition en 2024. Donc la taxe foncière sur les non-bâtis, voilà, je ne reprends pas les chiffres, c'est exactement les mêmes. Donc vous avez le petit tableau qui vous indique les produits attendus pour 2024. Taxe foncière bâtie 1 844 784, taxe foncière non bâtie 97 554 €, taxe d'habitation, donc résidence secondaire 27 563 et la compensation de la taxe d'habitation 106 137 €. 706 137, merci. Bon, il est temps que j'arrête avec les chiffres. Alors, est-ce qu'il y a des observations? Non? Isabelle? Donc, on ne touche pas au taux pour cette année. Voilà. Le fameux pour cette année. D'observations? Questions? Aucune. Passons au vote. Est-ce que vous validez ces votes? Est-ce qu'il y a des oppositions au maintien de ces taux? Des abstentions? Donc les taux sont adoptés. Et on va changer d'interlocuteur. On va passer la parole à Stéphane pour la constitution d'un groupement de commandes entre la commune de Sainte-Pazanne et la communauté d'agglomération Pornic-Aglo-Pays de Ré pour les travaux d'aménagement d'un giratoire sur la RD 758 à Sainte-Pazanne et ses abords, que vous avez peut-être pu observer déjà. Dans un souci d'optimisation et de gestion et de rationalisation de la commande publique, la commune de Sainte-Pazanne et la communauté d'agglomération Pornic-Aglo-Pays de Ré proposent la constitution d'un groupement de commandes régi par les dispositions des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la commande publique. Ce groupement de commandes permet de mutualiser les achats des travaux d'aménagement d'un giratoire sur les RD 758 à Sainte-Pazanne et ses abords. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont formalisées dans la convention constitutive jointe en annexe. Le groupement de commandes a pour objet de permettre la désignation par les parties des prestataires communs pour l'exécution des marchés mentionnés en préambule qui seront chargés de fournir les prestations et fournitures commandées. La constitution du groupement de commandes est justifiée par les arguments suivants. Les pouvoirs adjudicateurs ont des besoins similaires en ce qui concerne le marché indiqué ci-dessous. Il s'avère judicieux de mutualiser les achats entre les entités afin d'optimiser l'achat public et réaliser notamment des économies d'échelle. Il est proposé de décider la création d'un groupement de commandes entre la communauté d'agglomération Pornic-Aglo-Pays de Ré et la commune de Sainte-Pazanne pour les travaux d'aménagement d'un giratoire sur les RD 758 à Sainte-Pazanne et ses abords, et d'adhérer au groupement de commandes. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont formalisées dans la convention constitutive jointe. La convention constitutive sera soumise dans les mêmes termes à l'approbation du conseil municipal de la commune de Sainte-Pazanne et du bureau communautaire de Pornic-Aglo-Pays de Ré. Donc à savoir que la commune de Sainte-Pazanne, elle prend en charge que la partie de gauche sur le plan, entre le rond-point de la bibliothèque et
le début du garage. Voilà. Voilà. Le début du garage, je dis. Voilà. Donc il y a un reprofilage de la route complète. Si on zoome un peu sur le plan, on peut voir un peu l'ancienne voirie, et il y a un reprofilage du côté du centre du Super U, et puis de l'autre côté au niveau du square Saint-Julien. Et un cheminement piéton, voie verte, jusqu'au rond-point de la zone économique. Donc là, l'idée d'avoir une continuité dans l'aménagement, le plan a été fait globalement par le même paysagiste, tout ça. Donc voilà, tout le groupement de commandes avec l'agglo qui prendra donc en compte et en frais la partie de droite. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rond-point, donc zone économique? Et les travaux doivent commencer normalement, si tout se passe bien, en septembre. Pas de questions, pas d'observations. Ça fait un bout de temps qu'on en parle. C'est toujours. Alors voilà, le plan de charge n'est pas finalisé. On a interpellé effectivement l'agglo qui nous présentait un délai de fermeture impressionnant. Voilà, ils sont en train d'essayer de revoir ça effectivement avec leur maîtrise d'œuvre pour diminuer la durée de fermeture de la voie. Bon, pas de questions, d'observations. Je vous propose donc d'acter cette convention constitutive d'un groupement de commandes. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci à tous. Et je garde la main pour l'exploitation du marché communal d'approvisionnement, le choix du délégataire. Donc, la délégation de services publics pour l'exploitation du marché communal d'approvisionnement, passée entre la commune et la société Sogemar, arrive à échéance le 31 mars 2024. Afin d'assurer la pérennité du marché communal d'approvisionnement, le conseil municipal a décidé lors de la séance du 30 janvier de recourir à la procédure simplifiée de passation des contrats de concession en vue de déléguer l'exploitation du marché communal d'approvisionnement par affermage. Pour rappel, le délégataire a pour mission le recrutement et le placement des commerçants dans le cadre des dispositions définies dans le contrat de délégation ainsi que dans le règlement des marchés. Il assure la perception des différents droits et taxes dus par les commerçants dans le strict respect des droits de place votés par le conseil municipal. Le délégataire verse à la ville une redevance forfaitaire ou fermage, annuelle ou trimestrielle. Le délégataire fournit un rapport annuel comportant au moins la totalité des comptes afférents au service public et une analyse de la qualité du service rendu, présenté à l'Assemblée délibérante. La durée de la délégation est de 5 ans, donc du 1er avril 2024 au 31 mars 2029. En application des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 du Code général des collectivités territoriales, une procédure de passation d'un contrat de concession sous la forme simplifiée a été lancée en vue de déléguer l'exploitation du service du marché communal d'approvisionnement par affermage. 2 candidats ont fait parvenir une proposition. Il s'agit de la SARL Sogemar, représentée par M. Anthony Barrault, et de la SAS Fréry, représentée par M. Julien Marcillac. La commission de délégation des services publics, qui a pour mission d'analyser les dossiers de candidature, s'est réunie le jeudi 21 mars 2024. Et donc, vous retrouvez ici les critères de notation des offres. Donc, la proximité du siège d'exploitation. Donc, Sogemar est en local et Fréry étant dans les Charentes, je crois, quelque chose comme ça, les Charentes. Les moyens affectés, donc les références, voilà, égalité, la complétude du dossier, le sérieux de l'argumentation, et en particulier le montant de la redevance qui a fait donc voilà, la différence en plus de la localisation, puisque la Sogemar nous propose donc une redevance de 4 000 € à l'année, là où Fréry nous proposait entre 500 et 1 500 € maximum par an.
Voilà. Donc, après analyse des offres par la commission, il est proposé de retenir la société Sogémar comme délégataire de l'exploitation des marchés communaux d'approvisionnement. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Voilà, ça va être dans la continuité, effectivement. Et puis, voilà, je penserais, parce qu'il nous envoie effectivement le compte-rendu, là, du coup, à vous le faire suivre à tous, que vous ayez le rapport annuel. Donc, s'il n'y a pas de questions, pas d'observations, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, on retient la proposition de la SRL Sogémar comme délégataire de l'exploitation des marchés communaux d'approvisionnement. Le point 9, la protection sociale complémentaire, convention de participation pour la couverture du risque prévoyance des agents. Donc, depuis 2013, la collectivité adhère à la convention de prévoyance. Tu veux quelque chose à résumer? Ah oui, c'est un petit peu long. Alors, je vais vous faire un petit résumé, si vous voulez. Donc, depuis 2013, ça commençait pareil. C'est pour ça que la collectivité adhère donc à une convention de prévoyance. On est d'accord? Pas de mutuelle de prévoyance qui est gérée par Collectim. L'objet de cette garantie est de compléter le demi-traitement versé lorsque les agents ne touchent plus qu'un demi-traitement, notamment en cas de maladie ordinaire. Aujourd'hui, un tiers des agents a souscrit cette assurance prévoyance. Il s'agit d'une adhésion facultative. La cotisation actuelle est de 1,83%, calculée sur une assiette composée du traitement de base, de la nouvelle bonification indiciaire et du régime indemnitaire. La collectivité participe mensuellement à hauteur de 15,15 € brut pour un agent à temps complet, quel que soit le niveau de rémunération. Donc, vous avez eu l'intégralité de la délibération proposée par le centre de gestion 44, dont je vous propose un résumé. Donc, la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale introduit deux nouveautés. L'obligation pour les employeurs publics territoriaux de participer financièrement à la couverture du risque prévoyance de leurs agents à compter du 1er janvier 2025, puis à celle des risques frais de santé à compter du 1er janvier 2026. Et l'obligation pour tous les agents d'adhérer aux garanties prévoyance du contrat collectif conclu par l'employeur au plus tard le 1er janvier 2025. Donc, il est prévu la mise en place d'un régime de base garantissant à minima les risques d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité, avec un niveau minimum de couverture de 90% de la rémunération annuelle nette, régime indemnitaire compris. Et en deuxièmement, un financement employeur minimal à hauteur de 50% des cotisations acquittées par les agents au titre du régime de base à adhésion obligatoire. Ces dispositions ont été prévues par un accord collectif national du 11 juillet 2023 avec les organisations syndicales. Et cet accord devrait être complété au premier semestre 2024 par les textes législatifs et réglementaires. Donc, il s'agit d'une avancée sociale pour les agents qui permettra de maintenir un niveau de vie décent aux agents confrontés à des situations de précarité en cas de pathologie lourde ou de mise en retraite pour invalidité. L'enjeu financier n'est donc plus le même pour les collectivités territoriales, avec un élargissement de la base des bénéficiaires d'une part et la participation unitaire d'autre part. Le centre de gestion 44 a décidé, avec les 4 autres centres de gestion de la région des Pays de la Loire, d'engager une démarche collective, soit un marché régional, afin d'être en mesure de proposer aux employeurs et à leurs agents une offre performante et adaptée pour la prévoyance à compter du 1er janvier 2025, puis en santé à compter du 1er janvier 2026. Un comité paritaire de pilotage et de suivi régional sera mis en place. Donc, le centre de gestion 44 et les 4 autres centres de gestion piloteront l'ensemble du processus. Afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif, il est proposé de donner mandat préalable au centre de gestion de Loire-Atlantique afin de mener la mise en concurrence. Réunis le 19 mars, les membres du comité social territorial ont donné leur avis favorable sur l'intention de la collectivité de rejoindre la démarche. Donc ça va, c'est à peu près clair. Donc la prévoyance qui devient obligatoire pour les agents et donc qui va générer une dépense supplémentaire pour la collectivité. Donc la prévoyance à partir du 1er janvier 2025 et la mutuelle en fait à partir du 1er janvier 2026.
Donc l'idée, c'est que le centre de gestion s'occupe de faire la mise en concurrence et de nous proposer la meilleure offre possible, sachant qu'on n'est pas tenu d'accepter cette offre, si toutefois on avait une autre proposition, une autre idée. Mais là, ce qu'on vote ce soir, c'est de donner mandat au centre de gestion pour la mise en concurrence, en fait, sur ces offres de prévoyance. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Des observations? Aucune. Donc, je vous propose donc, de voter pour donc, donner mandat au centre de gestion, coordonnateur du groupement de commandes constitué des 5 CDG de la région des Pays de la Loire, pour l'organisation, la conduite et l'animation du dialogue social au niveau régional, en vertu des dispositions de l'accord collectif du 11 juillet 2023, portant réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale, et de donner mandat au CDG 44 pour la réalisation d'une mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance et la conclusion de conventions de participation pour la couverture du risque prévoyance des agents à effet du 1er janvier 2025. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et donc, on arrive au point 10. Suppression de... Donc, je vous informe des décisions prises dans le cadre de ma délégation. Donc, créer, modifier ou supprimer les régies comptables. Donc, il y a eu suppression de la régie restaurant scolaire numéro 10-604. Délivrance et reprise des concessions dans les cimetières. Donc, il y a eu achat de 3 concessions, la H177, la CU24 et la L136, et le renouvellement de la concession H55. Voilà. Il n'y a pas de terrain de. Et ça y est pas, c'est pas marqué. Hein? Il manque le tableau. Il manque le tableau. Donc il y a 2 ventes à la coche. Ouais, tout à fait. Rue de la Futaie. Merci Denis. Ok. Et voilà. Et on arrive donc aux dates importantes à retenir. Donc, il y a les dates des prochains conseils municipaux, alors qui ne sont pas marqués là, mais qui seront les 21 mai et 25 juin. Et donc ensuite, la journée citoyenne, alors je ne sais pas si c'est dans l'ordre, bon, je vais dire ce qui est marqué à l'écran. Donc, le 6 avril, on en a les 1 an de la maison citoyenne, et on a le 24 avril, donc pendant les vacances scolaires, un spectacle au TMP à 15h. Donc, la journée citoyenne, la voilà. Donc, l'ouverture des inscriptions, c'était hier. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à en parler autour de vous pour donc, les différents chantiers, ateliers photo, cuisine, bricolage, collecte de déchets et atelier peinture, entre autres. Donc, dans les autres rendez-vous, une réunion publique sécurité et tranquillité publique le mercredi 17 avril à 19h, salle Escale. Donc avec notre service de police municipale, la gendarmerie qui seront présents également. Un atelier d'écriture rap le jeudi 25 avril à 14h à la bibliothèque, en lien avec les 50 ans du hip-hop et le spectacle du TMP. La semaine de l'Europe qui aura lieu du 2 au 9 mai avec un chouette programme d'animation. Et les élections européennes qui auront lieu le 9 juin. Quelques précisions. Sur les élections, donc dimanche des élections, le 9 juin, les élus sont mobilisés sur des permanences d'environ 2h30. Proposition de planning par mail, habituellement gérée par Roger Masson. Et rappeler que les fonctions de président de bureau de vote et d'assesseur sont des fonctions dévolues par la loi. Et pour information, les inscriptions au changement d'adresse sur la liste électorale sont possibles jusqu'au 1er mai en ligne, jusqu'au 3 mai en version papier. Et la commission de contrôle électoral, composée de 5 conseillers municipaux, se réunira le 17 mai. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. S'il n'y a pas d'autres remarques, si j'ai rien oublié, mais si, on a voulu une page. Merci.
Les rendez-vous avec Pornic Aglo, évidemment. Alors, l'atelier recycler ses déchets verts au jardin. Donc le samedi 13 avril de 9h à midi, salle Gonzague, avec un maître composteur du CPIE Logne-et-Grandlieu. Donc c'est sur inscription, il me semble. Le lendemain, nous aurons le parcours du cœur qui partira aussi de la salle Escale avec un village de prévention et une randonnée avec des départs échelonnés à partir de 9h. Et le jeudi 25 avril à 18h30 au TMP, nous aurons donc du théâtre participatif, lutter contre les discriminations liées au handicap. Voilà, stop injustice en Ray. Cette fois-ci, on a fini. Et j'en profite pour dire que si vous venez le 13 ou le 14 à la salle Escale, il y aura aussi l'exposition Réflexe. Donc ça fait vraiment plusieurs bonnes raisons pour venir à la salle Escale. Cette fois-ci, je pense qu'on a fait vraiment le tour. Merci à tous pour votre présence. La séance est close.